Bonjour mesdames et messieurs, très chers compatriotes, followers, téléspectateurs, ça dépend du dispositif auquel vous me suivez ou dans quelle posture vous vous trouvez. Bienvenue à ce nouveau numéro de mon écoute. Aujourd'hui nous allons être un peu bref, on va parler d'un sujet concernant bien sûr presque l'actualité, mais moi mon but n'est pas vraiment de vous informer, c'est beaucoup plus de vous orienter. Bon, bien sûr, sans modeste, comme on dit, un peu, voilà, fausse modestie. Sans fausse modestie, quand même orienté, parce que je pense que de par ce que j'ai vécu, je suis quand même à même d'éclairer l'opinion, une frange tant soit peu. Hein. Donc, merci pour votre disponibilité, pour ceux qui ont commencé déjà à me suivre depuis un temps. Donc, je suis déjà très content de votre permanence, de votre attention. Mais maintenant, on voudrait bien que ça se fasse plus. Il ne faut pas que ce soit seulement vous seuls. Quand vous avez trouvé le contenu important, vous avez trouvé le contenu intéressant, vous pourrez aussi le partager pour que les autres en saisissent un peu le sens. Parce que l'objectif ici, c'est que notre pays, on doit essayer un peu de relever le niveau du débat. Il ne faut plus encore rester toujours dans le même niveau où nous étions. Vous voyez des polémiques, vous voyez bien que ceux qui me suivent même sur TikTok comprennent que je parle un peu de ces polémiques, débats, dans les débats des rues, là ça sera sans moi. C'est pas par prétention, mais c'est beaucoup plus parce que je commence à me dire que aussi longtemps ou disons au fur et à mesure que notre pays par sa démocratie ou encore par sa politique arrive à se relever un peu, il faut que le niveau du débat aussi se relève. Parce que l'homme qui est à construire ne se construira pas par des débats des caniveaux, comme un peu de débats sur des personnes ou encore des événements. Ceux qui choisiront ou encore ceux qui sont déjà bien nés, comme le dicton le dit bien, aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'atteint point le nombre d'âge. Par rapport à cela, nous pensons que c'est très important qu'ils aient un débat un peu élevé, un débat d'un niveau, voilà. Pourquoi moi j'ai choisi quand même d'éclairer l'opinion. Nous allons parler de quoi? On va parler de bientôt, on a écouté au fait la confirmation de la Cour constitutionnelle sur la réélection du chef de l'État. Je vais un peu brièvement parler de ça. Et aussi, nous avions suivi aussi la proclamation de candidats, disons de députés nationaux, donc la monture de la nouvelle Assemblée nationale de notre pays. C'est sur ces deux sujets-là, et puis voilà, je m'arrêterai. Bien entendu, vous comprendrez que je le prendrai plus dans le prisme de l'UDPS, parce que pour moi, c'est très important. C'est un parti phare de ce pays. En ce moment, c'est un parti, s'il faut bien que nous brisons avec de mauvaises... je peux dire de mauvaises habitudes. Si on peut briser aujourd'hui avec le cycle infernal de voir toujours les choses se mal faire, je crois que le dernier espoir reste avec l'UDPS sans prétention. Je ne suis pas en train de dire comme si l'UDPS doit être le seul parti, non. Mais je veux dire tout simplement que l'UDPS doit impulser quelque chose afin que tout le monde, même de par son parti, là où il est, ou de la politique qu'il fait de manière indépendante, qu'il soit de gauche, de centre, de droite, ou encore selon les tendances des valeurs fondamentales comme les libéraux, les démocrates, sociodémocrates, ou encore je sais pas moi, de capitalistes, peu importe. Mais que les gens arrivent à avoir au moins comme quelques fibres conducteurs et aussi une référence. Question de se dire que si aujourd'hui on peut y arriver, c'est parce que celui-là y arrive. Donc je trouve que c'est l'UDPS qui a cette opportunité, disons cette lourde charge, j'allais dire, de conduire les choses dans ce sens-là. Parlons directement déjà de la réélection du chef de l'État, qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous avons tous suivi, vous pourrez comprendre que la Cour constitutionnelle s'était dit qu'elle se prononcerait à partir de ce 8-là, où l'affaire était dans les plaidoiries, jusqu'au mois de 12, ça ne dépassera pas, bien que le calendrier définissait pour le 10 janvier 2024. Mais vous avez vu que, pouf, on s'est réveillé le 9 janvier, la Cour constitutionnelle se prononçait. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi le 8 janvier comprendront qu'il n'y avait vraiment pas de la matière.
On a suivi Théodore Ngoï qui est venu faire un beau spectacle. Le mieux, c'est que Théodore Ngoï n'est pas rien. Hein. C'est que Théodore Ngoï, c'est un professeur d'université, de renom d'ailleurs, et c'est tantôt un doyen dans un établissement ou dans d'autres établissements, le recteur dans d'autres établissements. Voyez-vous, c'est pas n'importe qui. Alors le débat, on peut dire que c'était quand même aussi instructif. Parce qu'il a développé des moyens qui ne sont pas aussi, je peux dire, à banaliser, mais par contre, il n'y avait pas vraiment de la matière, de la substance, il n'y en avait pas. La Cour constitutionnelle n'a joué qu'à l'élégance parce que vous ne pourrez pas négliger un candidat qui vient déclarer, d'autant plus que c'était un candidat président de la République, donc quelqu'un qui prétendait à la magistrature, et on peut dire que jusqu'à ce procès-là, il prétendait encore à la magistrature. Donc le débat, bien sûr qu'il était riche, mais la matière n'était pas abondante. Donc la Cour constitutionnelle est partie en délibération, pas avec grand-chose. Ils ont estimé qu'il n'y avait vraiment pas matière de rester à garder le suspense pour juste plaire aux gens, pour dire que nous travaillons. C'est ce que je peux tirer de positif d'abord dans ce procès, c'est que la Cour constitutionnelle n'a pas besoin de suivre la rue, qui veut que la Cour constitutionnelle fasse preuve de beaucoup de professionnalisme, qu'elle fasse preuve de beaucoup de sérieux dans sa façon de conduire les choses. Elle le fait déjà, donc elle n'a pas besoin de le faire par spectacle. Que si je mets un peu du temps, ils se diront que j'y travaille, alors quand je vais dire, ils comprendront qu'on a pris notre temps. Non, il n'y avait pas de la matière, la Cour constitutionnelle n'a pas voulu prendre du temps. Et le 9, nous avons écouté le verdict, le chef de l'État. On a pris même le suffrage de ce 82 tricheurs dont on avait parlé déjà la dernière fois, de ces 82 tricheurs et les 2 territoires dont les élections se sont vite annulées. Donc ils ont pris tous ces suffrages-là, ils les ont enlevés. Du coup, ça changeait les nombres de suffrages valablement exprimés, ça changeait aussi les pourcentages de tous les candidats. Donc on a regardé comme le résultat était bureau par bureau déjà. On pouvait voir que quand on a éliminé dans ce bureau-là, combien on enlève à chacun selon qu'il l'avait pris dans ce bureau-là. Donc c'est pour cela, malheureusement, a revu les choses à la hausse encore, malheureusement pour en tout cas l'opposition, ça a revu les choses à la hausse pour le chef de l'État, bien sûr à quelques virgules près, c'est-à-dire à la place des 73,34%, il en est maintenant à 73,47%. Ça se justifie clairement. Pour ceux qui n'ont pas compris cette mathématique, je peux vous le dire, c'est facile. C'est que Massimanimba, qui a été déjà, qui a vu ses élections être annulées, Massimanimba, c'est là-bas que Martin Fayulu par exemple, avait réussi, disons qu'il a été élu en tête de tous les candidats, à plus de 70% je pense. Malheureusement, c'est là-bas qu'il y a eu un souci d'annulation. Ça tombe sur lui, comme on peut dire que Karangaï, donc Martin Fayulu peut au moins se plaindre, mais malheureusement, on ne fait pas les choses dans le sentiment. On ne veut pas plaire à celui-là ou encore à cet autre-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Cela fait que là où Martin Fayulu avait gagné, et là même il était à 5%, il en est maintenant à 4, je sais pas, 90 ou plus, un peu de pourcentage. Malheureusement. Et côté Félix, comme c'était là où ça l'avait quand même diminué un peu plus de points, donc ça fait en sorte qu'il rehausse ses points face à Martin Fayulu, et cela n'a pas bougé la position de Moïse Katumbi. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais ici, si on peut boucler, parce que ces cycles commencent à attendre déjà à sa fin, si on peut boucler cette série, d'ailleurs je pense que moi aussi peut-être c'est le dernier numéro que je tourne pour cet épisode électoral, on dirait. Parce que le 20, samedi ici, le chef d'État va prêter serment. Nous entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet est que le deuxième mandat, les débats des caniveaux, je n'y suis pas. Le deuxième mandat, les polémiques, les sensationnels, je n'y suis pas. Donc vous me cherchez là-bas, vous ne me trouverez pas. Hein, encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez pas, comme un peu a dit le Christ. Donc, dans ce dernier épisode, comme je le disais, on peut retenir quoi sur les élections? Sur les élections, c'est qu'il y a irrégularité, comme le gens le décrit, il y a irrégularité. Mais comprenons-nous, c'est quoi des irrégularités? C'est quoi une irrégularité? Parce que quand on le crie, c'est comme si les gens confondent l'irrégularité à la tricherie. Les gens confondent l'irrégularité à la manigance.
Non, ce n'est pas la même chose. C'est quoi l'irrégularité? En fait, quand on parle d'irrégularité, c'est-à-dire on parle de l'offense des règles. C'est pour cela qu'on parle de irrégularité. Il y a le règle, le mot règle est là-dedans. La régularité, c'est ce qui respecte le règle. L'irrégularité, c'est qui y a offensé, heurté un peu le règle. Mais c'est quoi le règle? Nous avons comme référence les règles, les lois. Nous avons la loi, d'abord la Constitution en premier, et nous avons de cadres organiques qui organisent un peu la CNI, qui est l'organe habilité à organiser les élections, et vous avez la loi électorale. La loi électorale qui vous donne l'occasion de savoir comment cheminer du début à la fin le processus. Maintenant, tel que c'est écrit, si vous n'arrivez pas à faire à la lettre ce qui est écrit dans tous ces textes-là, comme on l'a cité, ça veut dire que vous êtes dans l'irrégularité parce que vous avez offensé un peu les règles. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle s'était préparée pour siégeant en matière électorale. Ils se disent déjà, elle s'est dit qu'elle ne peut pas directement tabler sur irrégularité pour annuler les élections ou encore pour tabler sur les résultats. Non. Et encore qu'il faut que ces irrégularités influent sensiblement aux résultats. C'est comme ça qu'il va. Pourquoi il va? Parce qu'il sait bien qu'entre ce qui est écrit et les réalités, ce ne sont pas toujours... il y a un peu une distance à observer. Je vais donner des cas, en fait, peut-être des éléments factuels pour que tout le monde comprenne. Prenons le cas. La loi électorale parle d'affichage de liste des électeurs 30 jours avant la campagne. Or que la loi électorale, quand c'est écrit comme ça oublie une chose. Nous organisons les élections dans les écoles. Ça veut dire que pendant ce temps-là dont ils évoquent, les élèves sont encore à l'école. Donc il faille afficher dans les centres dont on parle, qui sont des écoles, afficher des listes, or qu'il y a encore des étudiants, or qu'il y a des élèves. Alors pendant ce temps-là, si on affiche, quelle garantie avons-nous que aujourd'hui nous affichons, demain encore, après-demain, après quelques jours, chaque candidat ou chaque électeur peut passer voir s'il a été bien enrôlé. Donc la loi, ça parlait de ça, mais ça n'est pas entré dans le détail. Or que quand on voit, Kadim avait évoqué même le problème d'espace d'exposition qui manquait. Si on met dans les écoles, on a vu même avec de PV, c'est le même jour d'ailleurs qu'on affiche le PV, les gens arrachent, mais imaginez maintenant avec des élèves, là c'est des adultes même qui le font, mais imaginez maintenant avec des élèves. Donc, c'est déjà à dire que la loi, ça écrit des choses qui ne tiennent vraiment pas à la réalité. Bon, la loi parle encore, deuxièmement, par exemple, des élections qui doivent se faire au même moment partout. Mais la loi ne voit pas du tout la RDC qui n'a que 6% de son réseau des communications de transport qui est asphalté ou encore qui est praticable. Donc le reste des pourcentages, plus de 94%, n'est pas du tout praticable vraiment. Il faut chercher à utiliser des hélicoptères pour certains endroits, des pirogues pour d'autres endroits, et encore d'autres moyens, je ne sais moi, des vélos, des motos, dépendant de coins. Bon, dites-nous maintenant comment on va acheminer au même moment le matériel partout. Sachant bien qu'encore, si on amène ces matériels, il faut aussi mettre de la surveillance qu'il faut. Or que l'effectif de notre police pose problème. Si on met de matériel 2 jours avant, on dit que ça arrive déjà 3-4 jours avant dans un territoire X ou dans une circonscription Y. Le problème, c'est qu'on se retrouverait avec problème d'effectif de la police, où il faudrait affecter toute la police là-bas, alors la sécurité compromise pour toute la République, si ce n'est que fixé sur les élections. Et là, je ne crois pas du tout que la loi a été encore dans les détails. D'où on a la facilité, quand on ne voit pas ça arriver, dans ce temps-là, crier aux irrégularités, mais réfléchissons si seulement ces irrégularités-là n'étaient pas prévisibles. La loi nous parle encore de quoi, par exemple? La compilation obligatoire de papier avant les confrontations, tout ça. Or que, en même temps, la loi a accepté qu'il y ait des machines à voter, qu'on appelle des DEV, donc dispositifs électroniques de vote. Par ces dispositifs électroniques de vote, c'est que les résultats, on peut les avoir en un seul jour. Mais si on tient compte encore des compilations manuelles de partout réellement, on peut le comprendre que ça n'arrivera vraiment pas avant un mois. Pour partout. Et là, dans les cheminements, on peut parler même de quelles manigances sont faites sur les chemins. Alors si on veut être
réaliste, il faudrait utiliser plutôt les résultats électroniques. Or, que la loi parle encore un peu dubitative sur cela. Donc, tout ça, une fois qu'on essaye de concilier la réalité avec les données de la loi, on se voit qu'on a un défi. Le défi est par contre d'essayer un peu de outrepasser certaines choses évoquées dans la loi. C'est ça qui fait appel à des irrégularités, mais ça n'entache à rien la transparence, ça n'entache à rien la crédibilité, ça n'entache à rien le caractère apaisé des élections, ça n'entache à rien l'inclusivité des élections. C'est des choses-là qu'on doit veiller. Parce que ces choses-là sont au moins encadrées aussi par la Constitution. Ce qu'il ne faut pas ici toucher, c'est la Constitution. Et vous remarquerez que tout ce qu'on a fait, les irrégularités qu'on décrit, rien alors ne figure au niveau de la Constitution. Tout se retrouve au niveau de la loi électorale. Question de dire tout simplement que les irrégularités prévisibles, pourquoi prévisibles? Parce que on a une réalité qui n'est pas du tout conforme avec la loi. Il y a même certaines personnes qui évoquent même à revoir la loi aussi, même sur le seuil de recevabilité ou encore le seuil on peut dire d'éligibilité pour participer aux redistributions des sièges. Ça aussi, ça pose problème. Donc, il faut comprendre que dans cet épisode, au moins nous avons eu des élections apaisées, parce qu'on a bien vu qu'il n'y a pas eu de soucis, des échauffourées. Quand on a annoncé les résultats, il n'y a personne, et alors personne, à part bien sûr des gens naturellement qui pouvaient que le faire, comme des opposants qui sont déclarés déjà de boycotteurs, je peux le dire, des élections. On a vu partout, ça festoyer. D'ailleurs, les activités ont repris directement après ces publications. Il y a ce caractère-là d'abord pour dire que c'était apaisé. De deux, il y a le caractère inclusif. Il n'y a pas du tout des candidats qui se sont vus éliminés juste comme ça. On peut dire encore le caractère crédible parce que toutes les missions d'observation ont quand même rendu public. Même la Senco, Moe Senco, SCC, et elle n'a pas pu faire autrement que dire il y a bien entendu irrégularité, mais sauf que pas à caractère à entacher les résultats. Ils disent des fois, ils essayent un peu de manipuler le mot pour donner un peu un sens à ce qu'ils ont comme mission, mais malheureusement ils ne peuvent pas le remplir en bonne et due forme parce que malheureusement les réalités sont compliquées, les résultats sont tellement compliqués. Ils n'ont pas eu de problème cette fois-ci avec les résultats. Ils ont vu que les résultats qu'affichait la CENI égale aux résultats qu'eux avaient aussi observés. C'était tellement clair que tout le monde, en fait le débat manquait presque de substance. Mais quand même, on s'est accroché trop à cette histoire d'irrégularité. Je voulais quand même aussi éclairer de ce côté-là sur les irrégularités. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cet épisode. Bien entendu, par rapport à ce qui s'est passé, il faut tirer des conclusions. Maintenant, aux élections qui vont arriver, essayons un peu d'améliorer cette loi électorale, même sur cette histoire de seuil ou encore cette histoire de proportionnalité. C'est compliqué pour des gens qui participent, des acteurs, ou encore même pour les électeurs quand ils votent les leurs. Vous savez, dans ces circonstances, nous avons la possibilité de voir des non-élus être déclarés élus. Ce n'est pas du tout illégal. Malheureusement, mais c'est à la déception de ceux qui ont voté. Parce que vous pouvez voter quelqu'un qui a 10 000 voix, mais celui qui passe à 1500 voix. Tout ça, c'est caché derrière cette histoire de seuil, cette histoire de proportionnalité qui est très compliquée. On va voir comment alléger, il faut adapter les choses à notre réalité. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a tiré ça, mais bon. J'ai ouï dire qu'il y a certains professeurs dans les officines de professeurs d'université. Il y en a qui ont enseigné déjà cette matière et qui voulaient bien le tester aussi dans notre système électoral. Bref, bon, dans l'avenir, revoyons toutes ces choses-là et ayons le courage de toucher les choses dans le fond. Et d'ailleurs, dans les débats que nous aurons dans ce deuxième mandat, nous allons parler même sur le changement de la Constitution ou encore la modification. Mais je crois que c'est beaucoup plus les changements. On sait aussi les craintes, déjà quand on parle de changement, les gens vont l'accrocher beaucoup plus au souci de la réélection de, par exemple, Félix. Ça, c'est autre chose. Ce qui est sûr, si on essaie de changer la Constitution, il aura encore l'occasion de se représenter, mais ça ne veut pas dire qu'il a l'obligation de se représenter. Il peut peut-être se dire qu'on a changé la Constitution,
j'ai maintenant la possibilité de me repositionner parce que la République change. Mais par contre, je ne me repositionne pas. C'est lui, ça sera son choix. Mais nous ne devons pas d'abord fixer sur les individus. Nous devons fixer les choses sur la République, la nation, voir s'il y a lieu de toucher ceci ou de changer intégralement ce format de République que nous avons pour le meilleur de la République et surtout pour booster encore plus notre développement. Ayons le courage qu'il faut. Je pense qu'on aura ce débat-là durant tout ce temps. Et les gens qui auront des esprits ouverts, comme on parle de ces 3 catégories d'esprits, c'est qui ne seront pas là à faire des débats sur les personnes ou sur les événements, qui auront besoin de faire les débats sur les idées. Nous serons avec eux, on fera ces débats-là à fond sur les idées, article contre article sur article. Bien entendu, il ne faudrait pas nous faire croire ici qu'il faut tout simplement être un acteur de droit pour manipuler un peu cette chose-là. Bon, c'est un débat que les gens veulent l'amener dans tous les sens. Maintenant, tout intellectuel peut y voir parce que déjà, il faut savoir que ceux qui font la Constitution, ce n'est pas du tout des juristes. Ceux qui font des lois, ce n'est pas du tout des juristes. Débat une autre fois.